Régis Banquet, l'Aglo a mis en place un plan de relance pour l'économie, pour les entreprises fragilisées par cette crise du Covid-19. Est-ce que vous pouvez un peu nous développer les grands axes de ce plan? Alors, disons que les grands axes, nous, on a fait d'abord un constat. Le constat, c'est qu'il y a aujourd'hui des aides qui existent au niveau de l'État, de la région, mais généralement, ces aides concernent les entreprises de plus de 10 salariés, voire plus de 50 salariés, je dirais les grosses entreprises, qui ont facilement accès à ces aides-là. Et nous, on a souhaité accompagner les petits, donc les entreprises de moins de 10 salariés, parce que notre tissu économique est fait de ces entreprises-là. C'est 94% de nos entreprises ont moins de 10 salariés. Ce sont les artisans, les commerçants, les professions libérales que l'on a sur le territoire, qui aujourd'hui se trouvent en difficulté. Que ce soit les architectes, que ce soit certains artisans, les commerçants du centre-ville, par exemple, qui déjà étaient dans une difficulté certaine par rapport, on le sait, à la désertification des centres-villes. Aujourd'hui, nous souhaitons les accompagner avec, bien sûr, tous les professionnels du tourisme qui, eux, sont vraiment touchés, que ce soit, bien sûr, les cafés-restaurants et, bien sûr, tous les professionnels d'hébergement, de tourisme sur notre territoire. Aujourd'hui, l'Aglo a décidé de mettre en place un plan d'urgence. Ce plan d'urgence, aujourd'hui, il fait en gros 3 millions d'euros seront consacrés au territoire et uniquement au territoire pour accompagner, je dirais, toutes les entreprises. Ce seront des aides directes, potentielles, qui seront décidées avec, bien sûr, la région. Et il y aura des possibilités d'avance de trésorerie, puisque aujourd'hui, la difficulté pour nos entreprises, c'est d'avoir la trésorerie suffisante pour passer le cap, je dirais, de ce moment difficile où il faut à la fois payer les charges et les salaires de l'entreprise, et en contrepartie, on n'a pas de recettes parce qu'on n'a pas de travail. Et donc, sur ce sujet, on a souhaité mettre le paquet, en parlant un peu trivialement, sur les petites entreprises de notre territoire. Alors, il y a un premier fonds qui est un fonds qui s'appelle local, mais qui est un fonds où participeront régions, départements, la Caisse des dépôts et consignations aussi, et bien sûr l'Aglo. L'Aglo, nous participerons sur ce fonds à hauteur de 700 000 euros, et ce fonds fera en gros 1,8 million, et ce fonds sera consacré au territoire, y compris les participations de nos partenaires. Elles seront territorialisées. Nous avons défendu, je dirais, tout ça, de façon à ce que cet argent aille bien à nos entreprises sur notre territoire. Et ensuite, nous avons un deuxième fonds qui est beaucoup plus, je dirais, localisé, où nous avons, je dirais, discuté avec les communes. Et là, je tiens vraiment à remercier très sincèrement l'ensemble des maires. Bien sûr, mes vice-présidents qui ont été les premiers à m'accorder une confiance sur ce sujet-là, mais aussi l'ensemble des maires qui vont participer. C'est unique en Occitanie, ça n'existe pas ailleurs. L'Aglo et les communes vont créer un fonds commun où chacun va participer à hauteur de 5 euros par habitant pour accompagner bien les petits commerces, les artisans et les professions indépendantes de notre territoire. Je dirais, c'est un exemple de solidarité, d'action commune, et je dirais c'est l'essence même de l'intercommunalité, c'est ça. C'est arriver à créer des actions en complémentarité avec les communes au bénéfice du territoire et de ses acteurs. Donc moi j'en suis fier aujourd'hui, mais je suis surtout fier de l'attitude de l'ensemble des maires qui m'ont soutenu dans cette démarche, je tiens à le dire, et je tiens bien sûr encore une fois à les remercier. Donc 3 millions d'euros qui seront consacrés, qui seront, je dirais, débloqués certainement dès le mois de juin, pour aider les entreprises à passer, je dirais, ce moment difficile. Et ensuite, bien sûr, il y a le moyen terme. Le moyen terme pour les entreprises, c'est le carnet de commandes. Et le carnet de commandes, nous allons accélérer, je dirais, autant que nous pourrons, bien, les projets sur le territoire. Je sais que, bien sûr, les grands donneurs d'ordre, que ce soit, bien sûr, la ville de Carcassonne, que ce soit le département ou d'autres collectivités, sont dans le même cas que nous. Nous allons accélérer, je dirais, les projets pour en faire bénéficier nos entreprises. Mais si vous voulez, je peux vous les détailler. Notamment la zone de Béragne, les travaux vont reprendre. Voilà. Alors, sur ces aides, je dirais, qui sont indirectes, puisque on remplit le carnet de commandes de nos entreprises, essentiellement nos entreprises, bien sûr, de travaux publics, bâtiments, etc. Bien, aujourd'hui, dans les grands projets qui vont être lancés, je dirais avec plus de célérité, plus de rapidité que ce que l'on aurait pu penser, je dirais, en début d'année, eh bien, il y a la zone de Béragne, où nous allons
réaliser l'aménagement des 26 hectares pour accueillir les entreprises. Les travaux débutent là, en juin, hein, donc de façon à ce que cet aménagement puisse, dès la fin de l'année, permettre d'accueillir les premières entreprises sur notre nouvelle zone d'activité. Ce ne seront que des entreprises, je dirais, industrielles ou de production. Il n'y aura pas de supermarché, etc. Donc ce n'est pas une zone commerciale. Hein, je préfère le dire pour enlever toute ambiguïté. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, j'espère que nous allons conclure les négociations, puisqu'aujourd'hui nous avons en précommande à peu près 40% de la surface de cette zone déjà en précommande, avec des négociations qui se mènent avec certaines entreprises. Au-delà de Beragne, il y a des grands projets que nous pensions lancer peut-être un peu plus tard, sur 2022 ou 2023. Il y a bien sûr le barrage de la Cavaillère, qui est à la fois un problème de sécurisation, mais aussi ensuite c'est un lieu touristique majeur de notre territoire pour nos concitoyens. Et donc nous allons lancer les travaux sur la Cavaillère qui représentent à peu près 4 millions d'euros. Hein. Il y a un gros enjeu sur l'usine de Saint-Jean, la station d'épuration, c'est une usine aujourd'hui. Un enjeu sur la gestion des boues. Il y avait, je dirais, une obsolescence du process de traitement qui engendrait des nuisances et des odeurs pour les riverains. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en train, là, déjà depuis le mois de mars, de traiter tout ça et d'améliorer, je dirais, de supprimer ces nuisances pour les riverains. Et au-delà, c'est aussi l'agrandissement de cette station, la valorisation des boues qui seront collectées pour créer de l'énergie verte et le branchement sur cette usine de plusieurs communes, de plus d'une dizaine de communes qui entourent la ville de Carcassonne pour bien mutualiser nos moyens et faire en sorte que sur ce territoire intercommunal, une seule station gère l'ensemble des eaux usées je dirais, d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de communes. Donc aujourd'hui, un grand plan est lancé sur Saint-Jean, c'est à peu près 10 millions d'euros qui seront consacrés à Saint-Jean. Et puis ensuite, il y a bien sûr le feuilleton qui concerne toute la résilience que nous avons mis en place par rapport aux inondations, en particulier par exemple la piscine de Conques que nous allons réhabiliter. Nous participerons également et nous accompagnerons la commune de Trèbes pour la réhabilitation de la piscine de Trèbes, etc. Donc il y a des grands projets qui se profilent aussi au niveau résilience. Il y a bien sûr les projets de reconstruction des communes et des espaces urbains sur les communes de Conques, sur les communes de Villalier, de Coufoulens, de Villegayen et de Trèbes qui vont voir le jour beaucoup plus rapidement. Là, j'ai eu, je dirais, le cabinet de la ministre de l'écologie à ce sujet, et l'État est d'accord pour engager beaucoup plus rapidement des fonds. Je dirais c'est plus de 10 millions d'euros que l'État va engager sur cette résilience, et j'espère que l'État sera au rendez-vous à la fois dans sa réactivité, mais à la fois dans la tenue de ses promesses concernant cette résilience et cet accompagnement qui aujourd'hui nous est indispensable pour réaliser l'ensemble de ces travaux. Donc au global, je dirais sur l'agglo, je passe sur bien sûr tout ce qui est fibre optique, etc. C'est des travaux qui sont déjà engagés, etc. Comme l'aéroport, enfin, c'est du réchauffé quelque part, c'est des coûts-partis. Mais aujourd'hui, au global, dans les années 2020-2021, c'est plus de 30 millions d'euros que nous allons consacrer à l'investissement sur l'agglo, sur l'ensemble du territoire, pour bien donner du travail à nos entreprises. Et donner du travail à nos entreprises, ça veut dire conserver l'emploi, dynamiser, je dirais, ce secteur économique qui est le secteur économique porteur, et faire en sorte que sur notre territoire, eh bien, ces entreprises soient le moins touchées possible et suppriment le moins possible de personnel dans leur effectif. Au-delà, je dirais, il y a le tourisme. Donc le tourisme, c'est un des piliers essentiels de notre économie. Et là-dessus, eh bien, nous sommes en train de réfléchir avec l'État, parce que la taxe de séjour est un impôt d'État, nous ne pouvons pas la supprimer, nous n'en avons pas le droit, mais nous essayons de trouver
je dirais, un modus operandi qui nous permettra de neutraliser cette taxe de séjour pour qu'elle puisse revenir vers les acteurs du tourisme et que cette taxe de séjour ne vienne pas pénaliser leur chiffre d'affaires et leur activité sur l'année 2020. Donc là aussi, un geste vis-à-vis du tourisme, et bien sûr les acteurs du tourisme font partie de l'accompagnement du plan d'urgence que nous avons mis en place sur l'agglomération. En parallèle de ce plan d'urgence, pour mieux accompagner les chefs d'entreprise des moyennes structures qui peuvent être perdus, vous avez mis en ligne et édité un guide pour justement les orienter, leur faciliter les démarches à faire pour percevoir les aides. Alors, je vais le montrer, comme ça. Je vais vous montrer la première page. C'est un guide qui a une vingtaine de pages, hein, qui reprend tous les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui par l'État, la région, avec concrètement pas d'explication, très peu, très synthétique, et avec immédiatement ou le numéro de téléphone, ou l'adresse mail, ou l'adresse internet pour aller chercher le renseignement, ou aller chercher la personne qui peut accompagner l'entreprise dans sa démarche. Donc quelque chose de très pratique, de très synthétique, que nous avons bien sûr fourni aux consulaires pour qu'ils diffusent auprès de leurs ressortissants, chambre des métiers, chambre de commerce, chambre d'agriculture. Donc nous avons fourni ce guide à l'ensemble des entreprises. Nous allons le fournir bien sûr à l'ensemble des communes pour que bien, ce guide soit diffusé un maximum et qu'il puisse bien apporter une information précise, concrète et synthétique à l'ensemble de nos ressortissants et de nos entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, vous avez une idée du nombre d'entreprises qui ont pu être impactées par cette crise du Covid sur le territoire de l'agglo? Alors, impactées aujourd'hui, sur le territoire, on a à peu près 8000 entreprises sur l'agglo. Sur les 8000 entreprises, alors je ne veux pas stigmatiser certaines professions par rapport à d'autres, mais il y en a certains pendant la crise qui ont carrément augmenté leur chiffre d'affaires, si vous voyez de qui je veux parler. Mais il y en a qui, je dirais, entre guillemets, en parlant trivialement, ont vendangé. D'autres, par contre, je pense notamment aux cafés-restaurants. Eux, ils sont fermés. Les coiffeurs, les commerces de centre-ville, d'habillement, etc. Eux, ils ont une perte sèche de chiffre d'affaires qui est énorme et qui peut être rédhibitoire et qui peut engendrer, je dirais, la cessation de paiement de l'entreprise et son dépôt de bilan. Donc aujourd'hui, nous surveillons de près toutes ces professions. Juste à titre d'exemple, sur les cafés-restaurants, on a fait une étude au niveau régional, donc avec les services de la région. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais si on ne fait rien, aujourd'hui, on a un café-restaurant sur deux qui va fermer au 30 juin. Voilà, c'est clair, il y en a un sur deux qui va fermer, et donc on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une perte d'activité de cette nature sur notre territoire. On a un territoire qui joue sur son attractivité, sur son authenticité, sur sa qualité d'accueil, que ce soit au niveau touristique ou au niveau, je dirais, attractivité pure au niveau des populations. Il faut qu'on maintienne, je dirais, cette qualité de vie sur notre territoire. Et pour la maintenir, eh bien, il faut maintenir l'ensemble des entreprises. Mais il faut faire attention. Je dirais qu'en parlant, je dirais un peu dans un jargon d'économiste, là, je dirais, je parle de l'offre essentiellement. C'est-à-dire, je parle de l'accompagnement des entreprises. Il ne faut pas oublier que les entreprises, en particulier dans le commerce, bon, c'est bien de les aider, de leur donner une aide directe, mais il faut qu'elles aient des clients. Et pour qu'elles aient des clients, il ne faut pas oublier que les clients, ce sont nos concitoyens. Et nos concitoyens aujourd'hui, ils ont un besoin de pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, eh bien, il faut que chacun, dans ses prérogatives, dans sa commune, au niveau de l'intercommunalité, au niveau du département, etc., et bien sûr l'État, eh bien, on doit tenir, je dirais, nos engagements concernant une augmentation du pouvoir d'achat pour nos populations. Par exemple, nous, on a pris des mesures, je dirais, au début du confinement, sur des gratuités des transports, gratuité des accueils de loisirs, gratuité des crèches, etc. Bon, aujourd'hui, on réfléchit à d'autres gratuités qui permettraient à nos concitoyens d'avoir un petit coup de pouce au niveau du pouvoir d'achat. Je pense notamment au transport scolaire. On a pris la décision, et cette décision n'a rien à voir avec la campagne électorale actuelle. Je dirais, cette décision, nous avons pris la décision de mettre le transport scolaire gratuit au 1er septembre 2021. Donc au 1er septembre 2021,
les familles n'auront plus, je dirais, 80 ou 100 euros d'abonnement à sortir pour le transport scolaire de leurs enfants. C'est un petit coup de pouce parmi tant d'autres et j'espère qu'on pourra en réaliser quelques-uns de plus pour que bien, nos concitoyens soient accompagnés dans leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je sais que ce qui défraye la chronique, ce sont les primes que l'État promet, des primes en général, etc. Bon, je sais qu'il y aura une intervention bientôt ou du Premier ministre ou du Président de la République sur ces sujets-là. Bon, mais nous allons aussi accompagner notre personnel de ce côté-là. Alors bien sûr, il y a des discussions, on ne va pas distribuer de l'argent et faire des chèques en blanc à tout le monde, mais on tient aussi à récompenser ceux qui ont été au front et en première ligne par rapport au Covid-19 pendant cette crise. Donc ces petits coups de pouce, je dirais que nous ferons, que les communes feront, que j'espère que l'État fera, eh bien tout ça amènera à un petit plus au niveau du pouvoir d'achat et donc à une consommation, je dirais, encouragée et incitative pour que nos commerces et nos entreprises puissent avoir des clients en face le jour où ils vont réouvrir.